Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1008 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 mai 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance un télézoom entrée de gamme bon marché. Le VIF est de retour à Vincennes pour une 5e édition anniversaire et Baptiste Soto nous présente le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Avis aux utilisateurs d'hybrides full frame et APS-C Canon qui cherchent un télézoom pour compléter leur objectif de kit. Le constructeur vient d'annoncer un nouveau 75-300 mm à petit prix. Cet objectif est idéal pour aller chercher des sujets au loin, par exemple en voyage, sur des événements sportifs ou même pourquoi pas sur de l'animalier. Utilisé avec un hybride APS-C, il équivaut à un 120-480 mm. L'objectif est composé de 13 lentilles réparties en 9 groupes. Il propose des ouvertures maximales variables f4-5-6 associées à un diaphragme à 7 lamelles. Il est dépourvu de stabilisation optique et exploite une motorisation autofocus DC. Il mesure environ 15 cm de long pour un poids d'à peine plus de 500 grammes sur la balance. Il n'est pas protégé contre les intempéries. Le Canon RF 75-300 mm f4.5.6 sera proposé au prix de 299 € à partir de la fin du mois de mai. On pourra l'acheter seul et on le retrouvera également en double kit avec des boîtiers d'entrée de gamme. La 5e édition du VIF, nouveau regard photographique à Vincennes, sera à découvrir du 23 au 25 mai prochain. Cette année, le festival qui fête ses 10 ans et dont la présidente d'honneur n'est autre que la photographe Véronique de Viguerie, proposera un cycle d'expositions gratuites en plein air, des conférences, des animations ainsi qu'un village de marque au public. On écoute Franck Nemny, le président du festival, nous raconter l'histoire du VIF et nous teaser cette nouvelle édition. C'est pour nous l'aboutissement d'un engagement, voilà, de 10 ans, d'une passion, pour la photographie. Le VIF, est né, d'un petit groupe de photographes issus du club, photo de Vincennes et on a pris la décision, voilà, il y a 10 ans de créer un festival. On débutait complètement dans la matière, on n'y connaissait rien, mais on était plein d'enthousiasme et d'ambition. Donc là, ce festival qui a lieu tous les 2 ans arrive à son 10e anniversaire, donc sa 5e édition et force est de constater que, bah, il a grandi. Il a grandi, il n'a peut-être pas atteint encore, l'âge adulte, quoique, on a quand même, de belles choses à montrer au public. Grâce aux bénévoles, grâce à tout un groupe maintenant de gens qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, pendant 2 ans de préparation et ben, on va essayer de vous présenter un super festival, plein de choses, inattendues, plein d'expositions, de workshops, d'animations, et puis des conférences qui vont, vous surprendre. Cette année, on pourra découvrir par exemple le travail de Sebastião Salgado au château de Vincennes avec une exposition intitulée L'humanité en lumière de Véronique de Viguerie, donc place Pierre Semard avec une exposition intitulée La vie en rose de Nikos Aliagas, également au château avec une exposition intitulée Procession. Tous ces photographes sont passés, Benjamin, devant nos micros dans des émissions au coin du feu. Le VIF, c'est à Vincennes du 23 au 25 mai prochain. À noter qu'il est nécessaire de réserver pour participer à certaines animations dont la liste complète est à retrouver sur le site officiel vif-photo.com. Et pour terminer, on vous propose le coup de cœur Fox de cette semaine. Et Baptiste Soto nous parle du super télézoom Sony 400-800 mm en gamme G-Master. Donc, il y a un magnifique 400-800 qui a été annoncé par Sony en début d'année, qui est une très très belle optique qui va de 6.3 à 8 et qui est sorti dans une optique purement animalière. Alors, sur un 400-800, on va très très souvent chercher à utiliser des multiplicateurs pour aller chercher des focales complètement folles, puisqu'on peut aller chercher du 1200 mm avec un multiplicateur 1.4 et on peut aller chercher du 1600 mm avec un multiplicateur 2. Donc, ce qui va faire très plaisir à toute la photo animalière
aussi aux spotters, ceux qui cherchent les avions et éventuellement à ceux qui vont faire de la photo dans des stades ou dans des grandes surfaces comme ça. La chose qui nous a particulièrement plu et dont je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est que ce 400-800, contrairement à beaucoup d'autres téléobjectifs, il est en zoom interne. Donc, il n'y a pas de variation de la taille du flux. En photo animalière, on est quand même sur une clientèle qui est beaucoup composée de seniors, voire de dames. Donc, avoir un produit dans les mains, un boîtier plus objectif qui fait 3,5 kg à 4 kg et avec une optique qui bouge, c'est pas forcément confortable en utilisation. Pour être bien équilibré, pour avoir vraiment une très bonne stabilité, le fait d'avoir l'optique qui est en mouvement en interne dans le flux, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est pour ceux qui font de l'animalier sous les intempéries, c'est plus facile pour se protéger des éléments. Évidemment, c'est un boîtier Sony, donc forcément, il va être très très performant sur les questions de cadence. C'est le top en la matière, puisqu'on va aller jusqu'à 120 images secondes sur un Alpha 9.3. Mais ce qui est important, c'est que l'optique le supporte, ce qui n'est pas le cas de toutes les optiques. Après, la grosse question, ça va être le face-à-face par rapport à son prédécesseur dans la gamme, qui est le 200-600, qui est un produit qui est à peine plus léger, ça fait 200 grammes de différence, par contre, qui est un produit qui a plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Moi, ce que j'ai trouvé top, c'est le fait qu'on puisse faire tourner en un quart de tour, de pouvoir passer de 400 à 800 mm en un quart de tour, ce qui évite de devoir faire des grands gestes et donc de s'y reprendre potentiellement à plusieurs fois. Deuxième chose, on va pouvoir faire des mises au point minimales qui sont à 8 mètres contre 10 contre le 200-600. Alors, on va dire que ce n'est pas énorme, mais quand on est notamment avec un animal qui va s'approcher un petit peu plus, ça peut être précieux. Alors après, il va avoir évidemment, étant génération 2025, un produit qui est optimisé par rapport au boîtier actuel et par rapport au boîtier futur. Et là où la différence va se faire, c'est dès qu'on est, on va dire, à partir de 600, 700, 800 mm, voire plus, le bokeh et le piqué qu'on est capable de sortir avec un 400-800 va être très, très au-dessus de ce qu'on peut avoir avec un 200-600, puisqu'en plus, avec cela, on sera obligé d'utiliser un téléconvertisseur. Et évidemment, il y a la petite contrainte de la limite du grand angle, puisqu'on part à 400. Donc, sur certains types de scènes, ça peut être un petit peu gênant, mais ça, on s'adapte, on s'habitue. On est là pour rechercher de la très longue distance, du 800 et plus. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les obtenir sur un produit Sony, enfin, et aller chercher ces images exceptionnelles. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, une optique à 299 € chez Canon. Ça faisait quand même un paquet de temps qu'on n'avait pas évoqué ce genre de tarif. Oui, et c'est une très bonne chose de voir un téléobjectif arriver à ce tarif-là, qui sera très intéressant sur l'APS-C aussi. Donc on peut imaginer ça sur un R7 par exemple. Ça va être une belle alternative pour la photo animalière. Ils avaient déjà sorti des optiques abordables comme des 600 et 800 mm f11, donc Ouais, c'était un peu spécial, ça, ouverture quand même. fixe, Ouais. spéciale, mais ça pouvait ouvrir ce territoire un petit peu assez réservé à des gens qui ont les moyens quand même, hein, et aussi qui n'ont pas peur de s'encombrer. Donc non, c'est une très bonne chose, moi je trouve, c'est bien. Christophe, qu'est-ce que tu utilises, toi, comme matos? Alors pour la pose, donc je suis Fuji, donc le Fuji XT4 principalement pour la pose longue, avec des optiques qui variaient en plein format autour du 15-35 et du 24-70. Et puis j'ai également un H2S pour des plus longues focales et d'autres sujets. Qui est le seul capteur APS-C à l'heure actuelle empilé. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais le H2S, c'est vraiment un boîtier qui est, je pense, un petit peu sous-estimé. On en a beaucoup parlé à cette sortie. Il est depuis un petit peu passé sous les radars. C'est un boîtier assez fantastique en termes de polyvalence. J'adore. Benjamin, est-ce que tu nous ferais pas une petite revue de presse? J'aimerais parler du VIF un petit peu avant, excuse-moi. du Vincennes Image Festival, parce que c'est un festival qui me tient particulièrement à cœur. Ils fêtent leur anniversaire, donc c'est 10 ans d'existence, c'est pas anodin. Un festival qui met à l'honneur la photographie amateur, toujours un programme assez haut de gamme, très varié, des présidents du jury prestigieux, cette année Véronique de Viguerie qu'on a reçue ici. Donc ne ratez pas cet événement. Si vous habitez en Ile-de-France, si vous montez sur Paris pour l'occasion, à la fin du mois de mai, ça vaut le détour. Toutes les expositions sont gratuites en accès libre. Ouais. S'il fait beau, se balader dans Vincennes avec tout ça, c'est quand même chouette.
Et puis, cette conférence avec Sebastião Salgado dans l'écrin du château de Vincennes, qui est ouvert pour la première fois à cette occasion, qui sera interviewé par Nikos Aliagas, qui est fan de noir et blanc, risque d'être un moment fort sympathique. Donc encore bravo à Franck Nemny qu'on a entendu, à ses équipes, Jeff Ropars, qui sont à l'initiative. À la base, c'est un club photo, comme l'a rappelé Franck, qui a lancé tout ça. La mairie soutient, bien sûr, mais il faut beaucoup d'abnégation et l'enthousiasme de tous les bénévoles qui font que ce festival est devenu un rendez-vous majeur de la photographie en Ile-de-France. Bon, et du coup, cette petite revue de presse. Et donc cette revue de presse, et oui, parce qu'il y a encore de la presse, réjouissons-nous, c'est important. Donc Chasseurs d'images, dont le numéro 466, daté du mois de mai, est en kiosque, nous propose une passionnante interview du photographe Stéphane Rappeau, qui est un spécialiste de la photo de nu, qui a été pendant 8 ans l'assistant de Peter Lindbergh. Dans un autre registre, on a un entretien tout aussi intéressant et pertinent avec Carole Épinette, qui raconte sa fréquentation des salles de concert à l'ère argentique, puis en numérique. Elle parle d'ailleurs de la difficulté d'exposer à la pellicule. Donc c'est un sujet sur lequel on va revenir au cours de l'émission en rapport avec la pose longue. Et puis parmi les tests, on trouve le Leica SL3S, on trouve beaucoup de Fuji. Donc il y a l'Instax Wide Evo, le Zoom XF 1655 f2.8 version 2, ça t'intéressera peut-être Christophe, même si tu es plutôt encore plus grand angle, j'ai cru comprendre. Il y a aussi une prise en main assez généreuse du GFX 100 RF. Et puis pour les plus nostalgiques, il y a aussi un test rétro du Nikon D200. Figurez-vous que ça fait 20 ans qu'il est sorti. D'avoir fait ça. Moi, ça m'a foutu un sacré coup de vieux, mais c'est très sympa. Et il y a aussi un article consacré aux optiques vintage avec des fameux bokeh bulles de savon. On en a parlé la semaine dernière. Enfin, Réponse Photo nous propose son numéro 380 qui est daté du mois de juin. Au programme, on trouve un grand dossier intitulé « Le photographe et son matériel », dans lequel il est question du rapport qu'entretiennent les photographes avec leur appareil photo. J'ai trouvé le sujet super pertinent. Donc, on a Édouard Elias, par exemple, qui détaille comment il jongle entre les appareils en fonction de ses projets. Donc, il va utiliser autant un appareil panoramique Linhof Technorama 617, assez rare, qu'un Nikon Z8 ou même un Leica M11. On a Corentin Follen, qui partage, lui, son utilisation des Leica M numériques, dont il apprécie la discrétion, mais aussi le style photographique qu'il lui procure. Ou encore Natalia Saprunova, qui explique pourquoi elle privilégie le Canon EOS R3 qui lui permet de pousser les ISO au maximum. Le dossier est ponctué par un entretien avec Isabelle Cazeille, une historienne de la photographie, mais aussi Adrien Tache, qui est parti à la rencontre des héritiers de Malik Sidibé et Sédou Keïta en Afrique de l'Ouest. Donc ce sont des photographes ambulants ou en studio. C'est assez génial. Enfin, le rédacteur en chef du magazine, Thibaut Godet, retrace l'histoire de l'atelier de Jean Dieuzède, photographe et cofondateur des Rencontres d'Arles, aujourd'hui menacé de disparition. Et on trouve un autre article assez éclairant et passionnant, plus pour les technophiles, qui est consacré à Pixi, l'unique fabricant français d'appareils photo, qui, après avoir stabilisé son activité, entreprend ni plus ni moins de réinventer le viseur télémétrique. Donc ça, c'est Adrien Branco qui nous l'apprend. Et pour finir, côté test, on trouve un long banc d'essai du Lumix S1R2, auquel on a récemment consacré une émission spéciale. Et on trouve d'ailleurs en pleine page une photo prise en pose longue, avec un temps de pose d'1 seconde à main levée à 55 mm, prise par Pascal Brites, qui fait pleinement écho à notre sujet du jour. Et puis, je suis un peu long, mais c'est important. Ce sont des jolis projets photographiques. Pour finir, j'aimerais dire un mot sur le prochain ouvrage du photographe Jean-Christophe Béchet, qui a concentré cette fois son regard sur Rio pendant 2 ans. Un portrait de ville qui vient compléter une série qu'il a déjà commis à Tokyo, Marseille, La Havane ou encore Deauville, qui sera édité en 2 volumes aux éditions Locaux. Et le projet fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Nous mettrons le lien en description sur notre site, sur la page de l'émission. Eh bien, quel programme dans la presse papier ces temps-ci. C'est de la photo, c'est de la bonne photo. Pour terminer le Flash Actu, juste une autre information pour les amateurs de plugging de Nik Collection.
proposée par DxO. Donc il y a la version 8 qui vient d'être annoncée, qui propose, comme d'habitude, un plein d'améliorations, une meilleure intégration avec Photoshop, de nouvelles options de masques ultra puissantes, la possibilité d'envoyer des modifications dans Photoshop sous forme de calque, des améliorations majeures pour Nik Silver FX pour la conversion noir et blanc, et de nouveaux masques de couleur pour encore plus de précision sur Nik Color FX. C'est proposé 160 € cette petite série de plugins, ou 90 € en mise à jour depuis la version 7. Oui, moi, je suis assez fan de ces plugins depuis très longtemps, même quand ils sont passés sous pavillon Google. Tu les utilises un petit peu, toi, Absolument. Christophe? C'est quand même des solutions abordables. Génial. Il y en a une que tu recommandes parmi d'autres? J'aime bien Noir et Silver blanc, FX, moi. Ouais, Silver FX, noir et blanc, c'est un incontournable. Et puis après, il y a toute la gestion du bruit également qui est intéressante. Bon, on va clôturer le Flash Actu sur ces mots.